Voici le général avec son escorte. Oui, non, mais excusez-moi, ils veulent le porter, je l'enlève. C'est pas grave. Allez. Lecture de l'appel du 18 juin 1940 par deux enfants, Edith et Camille. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises pour former un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont surpris nos chefs, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Et le dernier mot qu'il dit, l'espérance doit-elle disparaître? A-t-elle été définitive? Non. Croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause et vous dites qu'un grand est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y ait dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendront s'exprimer avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique et qui viendraient à s'y trouver.
à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci les enfants. C'est très bien. Discours de Monsieur le maire. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, à l'occasion de la journée nationale commémorative de la paix historique. Le général de Gaulle a refusé la défaite et a poursuivi le combat contre l'ennemi. 18 juin 1940, dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle aux Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire, pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrêtait pas là. Dans un dernier carré, le sort d'une bataille, parmi des réfugiés épuisés par l'exode, au pied d'un char détruit se consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Seul et démuni de tout, sans armée, sans compagnon ou presque, arrivé la veille, comme un naufragé à désolation sur les rivages de l'Angleterre, il sait qu'il faut continuer la lutte, à tout prix, pour qu'au jour de la victoire, la France ne soit pas ce pays vaincu de juin 1940. La première chose à faire est de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique qui aurait pu lui faire rater son rendez-vous avec le destin de la France, mais certain pourtant de l'appui de Winston Churchill, il rédige son allocution. En moins de 400 mots ciselés, il s'adresse aux sentiments des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, l'appel pressant, le message sans équivoque. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sans doute, bien peu de Français l'entendent dire ce 18 juin. Et le lendemain, comme ce jour-là, le général parlerait à la radio de Londres, faisant de ces ondes, même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, les fils qui rattacheraient les Français libres aux Français occupés. Il unirait les résistants à la France et à la République, qui, hors du sol national, se maintenaient. Très vite aussi, les échos de l'appel du 18 juin servirent de point de ralliement à ceux qui étaient déjà entrés dans la voie de la résistance ou s'apprêtaient à le faire. Parfois sans l'avoir attendu, parfois sans l'avoir entendu, alors que tant d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée, faire que la France et les Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Ce fut fait, et il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi, c'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'ombres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir de France dans l'asservissement, ni dans le déshonneur, qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France. Aux morts.
faut monter. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Madame la sénatrice, monsieur le vice-président du département, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, le 14 juin 1963, soit 23 ans après l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle foulait la terre d'Aulnay. C'était le 14 juin, on est presque à 4 jours. Auréolé de ses faits d'armes, chef de la France libre, celui qui restaura par 2 fois la République, Charles de Gaulle, le président de la République, était en voyage dans les Charentes. De nouveau au pouvoir, depuis 1958, suite à la crise algérienne, et plus encore par celle d'une 4e République à bout de souffle, le président de la République, Charles de Gaulle, restaura l'autorité de l'État par bien des aspects. Les 30 Glorieuses ne sont pas un mythe, mais bien le relèvement de la France, éreinté par un conflit mondial qui aurait pu la faire sombrer. L'œuvre du général de Gaulle a été de concourir à la grandeur de la France tout au long de sa présidence. Ainsi, il a écrit, dans Mémoire de guerre, « La France ne peut être la France sans la grandeur ». C'est une phrase d'une intensité incroyable, tenue par un homme d'État convaincu de son utilité pour la nation. Sa vie, c'est celle d'un Français hors du commun, habité. À l'instar de Clovis, roi chrétien, Philippe Auguste, Jeanne d'Arc, François Ier, Napoléon Ier ou Georges Clémenceau. Persuadé de son destin national, il a toujours élevé la France au plus haut afin de restaurer sa place dans le concert des nations. Profond républicain, il n'a jamais trahi, s'opposant au confort et à l'imposture de Vichy. Il a donné à notre pays une constitution en 1958 qui est toujours en vigueur, gage de stabilité mais aussi de clairvoyance, puisqu'elle a su faire preuve de longévité, 65 ans aujourd'hui,
affrontant de nombreuses crises. Jaloux de l'indépendance de la France, il n'a jamais été un partisan de l'alignement atlantiste, mais bien au contraire, dans un contexte de guerre froide, il a toujours entretenu des relations diplomatiques avec les nations engagées et parfois belliqueuses. Partisan d'une Europe des nations, il a été l'initiateur de la réconciliation avec l'Allemagne en signant le traité de l'Élysée le 22 janvier 1963 avec le chancelier Adenauer. Il a été le président qui a prôné l'autodétermination dans les colonies, entamant ainsi un processus permettant la décolonisation pacifiée. Il avait compris, avant beaucoup d'autres, que le temps de l'Empire était achevé. On lui doit de la même manière la modernisation de notre pays, la dissuasion nucléaire, le nucléaire civil, la modernisation de notre appareil de production, le redressement de notre agriculture, mais aussi de notre armée. Écrivain inlassable, qui nous a laissé une œuvre très riche, je vous la conseille, c'est très bien écrit. Il fut proposé en vain au titre d'une liste pour recevoir le prix Nobel de littérature, à l'instar de son fidèle compagnon de guerre Winston Churchill, qui le reçut en 1953. Sa stature de commandeur est toujours présente, marquant ainsi l'attachement des Français à l'un de ses enfants émérites, qui fit beaucoup avec peu dans l'adversité. Son souvenir est présent, et près de 60 ans après son passage, reçu par Roger Chapeau, maire d'Aulnay, et André Dulin, sénateur-maire d'Aigrefeuille de Nice. Je remercie Gilles d'être présent en tant que maire d'Aigrefeuille de Nice, ainsi que Corinne, présidente, sénatrice de Champagne, et donc André Dulin, c'est des bons pour terminer, et il était sénateur-maire d'Aigrefeuille de Nice et président du conseil général de la Champagne. Les Aulnaysiens présents ce jour gardent en mémoire l'image d'un homme d'État au service de la France. Alors je sais que dans l'assistance, un certain nombre d'Aulnaysiens et Aulnaysiennes étaient déjà présents, et ceux qui étaient dans la voiture tout à l'heure, dans l'ETS, étaient là. Mais j'y reviendrai. Pour conclure, je citerai l'une de ses plus belles phrases. Alors écoutez bien. Il faut du souffle pour lire ça, et pour l'écrire déjà. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Votre vitre médaille, en monsieur le maire. Oui, alors je vais appeler Christian Garnier à mes côtés. Il n'est pas loin. Alors Christian Garnier, oui bien sûr, votre épouse et votre famille, sans difficulté. Votre frère, j'ai vu votre frère, parce que son frère est sur la photo. Il se trouve ici. Venez, Madame Garnier, Monsieur Garnier, et toute votre famille. Allez, avancez. Bonjour. Voilà, je voulais conclure cette cérémonie effectivement par un moment particulier, parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Monsieur Garnier. Non mais le général de Gaulle n'est pas venu à votre invitation, je le sais. Je le sais, ça. Par contre, ce que je sais, c'est que le film que vous avez pu voir en début de cérémonie, c'est votre père, à vous deux, qui l'a tourné. Tous trois, pardon. Et donc, c'est une histoire familiale, les Garnier Aulnay. Donc, effectivement, le général de Gaulle est venu à Aulnay, pas dans cette voiture. Alors, pour la petite histoire aussi, la voiture, la 3PR 75, 3PR pour présidence de la République, cette voiture est au musée Citroën, et devinez où? Non, pas Saint-Jean, à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois. Bon, on a essayé d'aller la chercher, bon, je vous avoue, c'était un peu compliqué. Donc, on a trouvé une autre voiture, et je remercie son propriétaire. Donc, effectivement, le 14 juin 1963, vous étiez là, tous, à des postes différents. Vous avez été couché sur la pellicule de votre frère, puisque vous êtes sur le mur, sur cette très belle photo. Et Monsieur Garnier, effectivement, jeune photographe de 16 ans, apprenti, avec son père. Et pour l'événement, effectivement, de la venue du général de Gaulle, il a fallu, effectivement, couvrir cet événement. Et la famille Garnier s'est dépêchée à le faire. Votre père à la caméra, vous avec un appareil photo. Et l'appareil photo de la photo, l'appareil est là.
je laisserai la parole à la famille Garnier. Tout simplement, l'histoire d'Aulnay, elle est faite de pages que l'on écrit, et c'est aussi des photos, c'est aussi des mémoires visuelles qu'il faut prendre. Et Stéphanie est là pour perpétuer cette tradition, parce qu'effectivement, le reportage photographique est aussi fait par un membre de la famille Garnier, Stéphanie Garnier, qui est sur la place d'Aulnay. Je trouve que c'est une belle passerelle d'images. C'est un autre appareil photo. Et voilà, vous avez fait beaucoup pour Aulnay. Vous êtes président de l'association d'archéologie d'Aulnay. Monsieur Chapacou est là, je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Vous avez fait beaucoup, et on va dans le temps, si on peut faire cette cérémonie aujourd'hui avec une historiographie importante conservée, c'est aussi parce que vous êtes passé là, par là. Et je pense que vous allez continuer encore. L'église d'Aulnay est une source d'inspiration sans fin pour vous. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, et je suis très heureux effectivement aujourd'hui de vous remettre la médaille de la ville au nom du conseil municipal. Je n'en remets pas tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, monsieur Garnier. Non, ça va aller, ça va aller. Monsieur Garnier, au nom de la commune d'Aulnay, je vous remets cette médaille pour les services rendus à la commune, à vos photos, puisque la photo qui est là, cette photo admirable, c'est celle que l'on retient de l'avenue du Général de Gaulle. Et si vous n'aviez pas été à contre-champ, au contraire des autres photographes, on n'aurait pas eu ce cliché. Merci à vous. Merci. Monsieur Garnier, je vais vous passer le micro. Vous, c'est plutôt les appareils photo. Hein. Monsieur le maire, mesdames, messieurs du conseil municipal, mesdames, messieurs, simplement vous dire que pour Aulnay, les Garnier, c'est une histoire d'amour. Mon père est arrivé là, notre père, pardon, est arrivé là par les hasards de la guerre en 1945. Il fuyait les Allemands qui le recherchaient. Il s'est posé à Aulnay. Voilà, nous sommes tous aulnaysiennes. Voilà, nous avons la triple aulnaysienne. On a travaillé ici. J'ai connu Daniel, j'ai connu mon épouse qui est d'Aulnay, dont les parents sont arrivés à la fin de la guerre. Donc Daniel et moi, nous sommes pur sucre. Daniel est surtout pur sucre parce qu'elle était fille de pâtissier. Voilà, donc pour nous, Aulnay, c'est notre vie. C'est une longue histoire d'amour. Et puis j'ai quand même une pensée très émue pour mes parents et mon père évidemment, qui se trouvent à quelques centaines de mètres. Voilà, et mes beaux-parents également. Vive Aulnay. Merci. Oui, bien sûr. Oui.